Bonjour, je suis Olivier Bachelay, je suis enseignant en droit pénal et en procédure pénale au sein de prépa ISP, tout particulièrement à l'attention des élèves qui entendent passer l'un des concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Et à ce titre, donc, j'interviens auprès des candidats au concours complémentaire d'entrée dans cette prestigieuse école. Je suis par ailleurs moi-même magistrat de l'ordre judiciaire, président de chambre correctionnelle. L'objet de cette vidéo sera d'évoquer brièvement le sujet qui est tombé à l'épreuve écrite de droit pénal euh, au titre du concours complémentaire de l'année 2024. Le sujet de dissertation qui a été proposé aux candidats cette année était intitulé «Les infractions commises par nécessité». C'était un sujet assez classique qui entrait bien dans le cadre du programme du concours complémentaire, puisque le programme de droit pénal au concours complémentaire porte exclusivement sur le droit pénal de fond, général et spécial. Il n'y a pas d'aspect de procédure pénale à connaître, en tout cas pour l'épreuve écrite, ce qui n'est évidemment pas le cas pour ce qui concerne les oraux et en particulier le grand oral, au cours duquel le candidat peut être amené à avoir un certain nombre de questions de procédure, en particulier de procédure pénale. Car pour le sujet d'épreuve écrite, on était dans un sujet qui entrait tout à fait. Dans le programme se limitant, au droit pénal de fond et en particulier au droit pénal général puisque, finalement ce sujet de dissertation devait nous amener à envisager la question des causes d'irresponsabilité pénale, puisque les infractions commises par nécessité, ce sujet, de manière implicite, nous amène à réfléchir sur, et à développer, la question, des causes d'irresponsabilité pénale. Dans quelle mesure est-ce que la nécessité peut, justifier la commission, d'une infraction? On était donc, au cœur du programme de droit pénal général, puisque c'est un aspect, important, hein, de cette branche du droit pénal, la question de la responsabilité pénale et par voie de conséquence la question des causes d'irresponsabilité pénale, étant souligné que l'énoncé pouvait amener le candidat peut-être un peu trop collé à son cours à n'envisager que l'état de nécessité, puisque le sujet désigne les infractions commises par nécessité. Le candidat qui n'avait pas suffisamment de hauteur de vue par rapport à la matière pouvait être tenté de ne traiter que de l'état de nécessité et par voie de conséquence à proposer une dissertation qui consiste en une reprise d'un plan trouvé dans un polycopié ou trouvé dans un manuel concernant l'état de nécessité et donc à traiter dans un grand 1, par exemple, la question du danger et puis dans un grand 2, la question de la réaction face au danger, puisque c'est le plan habituellement utilisé lorsque l'on expose auprès d'étudiants, auprès d'élèves, ce fait justificatif tiré de l'état de nécessité. Mais comme je l'explique inlassablement aux élèves, hein, l'épreuve de droit pénal, l'épreuve de dissertation, n'est absolument pas une épreuve qui appelle de la part des candidats une récitation de cours, bien au contraire. Le candidat qui passe ce type de concours extrêmement exigeant, le candidat, il ne doit pas simplement avoir une parfaite connaissance de la matière, non. Ce que l'on attend du candidat dans sa copie, c'est évidemment qu'il maîtrise la matière. C'est en quelque sorte un prérequis, hein, pour passer le concours, mais c'est aussi qu'il montre une hauteur de vue sur la matière. Au-delà de la maîtrise technique de la matière, le candidat doit montrer cette hauteur de vue qui consiste à eh bien, mettre en exergue le juste équilibre qui est systématiquement recherché en matière pénale, ce juste équilibre entre la protection de l'ordre public, qui est l'objectif,
de la matière pénale, hein, identifier les auteurs d'infractions et les sanctionner afin de protéger l'ordre public et en particulier de répondre à la fois aux faits passés, mais aussi d'éviter le renouvellement de tels faits infractionnels, donc une protection de l'ordre public d'une part, mais aussi la protection des droits et libertés, et en particulier la protection des principes de nécessité et de proportionnalité, qui sont des principes absolument essentiels en droit pénal, hein. Ce sont des principes à la fois constitutionnels, mais aussi conventionnels, posés en particulier par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et sur lesquels la Cour européenne des droits de l'homme insiste très régulièrement. Ces principes de nécessité et de proportionnalité qui ont pour conséquence que le recours au droit pénal doit toujours être l'ultime recours et précisément le sujet qui était proposé, les infractions commises par nécessité, avait en son cœur cette idée du juste équilibre. Que finalement, lorsque l'on parle d'infractions commises par nécessité, on parle d'infractions, donc d'atteinte à l'ordre public, qui néanmoins, parce qu'elles ont été commises par nécessité, pourront ne pas donner lieu à poursuite, à sanction. Hem, il y a donc là, finalement un sujet qui est au cœur, heu, de de du raisonnement qu'il convient systématiquement de mettre en œuvre en matière pénale, ce raisonnement en termes d'équilibre, ordre public d'un côté, conciliation de l'ordre public d'un côté, avec, de l'autre côté, la protection des droits et libertés, ici des principes de nécessité et de proportionnalité. Il fallait donc, bien avoir cette démarche consistant à ne pas réciter son cours, donc surtout prendre le contre-pied de l'exemple que je donnais, hein, du candidat qui récite son cours sur l'état de nécessité et puis, avoir, au-delà de cette, conscience, hein, de la recherche du juste équilibre, voir cette hauteur de vue qui, doit vous permettre de considérer qu'il n'y a évidemment pas que ce fait justificatif tiré de l'état de nécessité qui concerne, l'irresponsabilité pénale d'une infraction commise par nécessité. Il y a d'autres situations, en particulier la légitime défense. La légitime défense est aussi une hypothèse d'infraction commise par nécessité en présence d'une agression injuste. Une personne mise en cause va commettre une infraction qui sera justifiée si évidemment les conditions, de la légitime défense sont réunies. Mais au-delà de cela, il y a d'autres situations dans lesquelles l'infraction peut avoir été commise par nécessité, des situations prévues par la loi, mais aussi, des situations, qui ont été, développées par le juge, sous l'influence en particulier, du droit et de la jurisprudence, européenne. Avec cette idée que dans chacune de ces hypothèses, finalement, se retrouve systématiquement la même idée, de la recherche du juste équilibre, la même idée finalement d'une mise en balance entre la protection de l'ordre public d'un côté et puis la protection des droits et libertés. Cette idée que lorsque l'on est face à une, infraction commise par nécessité, eh bien, il est absolument nécessaire, quelle que soit l'hypothèse d'irresponsabilité dans laquelle on se situe, systématiquement nécessaire de vérifier le caractère nécessaire et proportionné de l'infraction commise par rapport à l'intérêt que l'on a entendu sauvegarder. Voilà comment il fallait percevoir ce sujet en réfléchissant pendant les premières minutes sur ce thème pour ensuite, recenser les points à développer et puis tâcher, de trouver un plan, qui soit non pas un plan récitatif comme je le disais, mais un plan qui, permette, de montrer finalement, que la question telle qu'elle est traitée par le droit pénal permet de garantir, le juste équilibre, ordre public, droits et libertés. Et une fois, trouvé, ce plan, évidemment, heu, rédiger une introduction, qui, réponde au canevas habituel, hein, l'introduction qui doit toujours débuter par une phrase d'accroche pour attirer l'attention du correcteur, une, introduction qui débute par une phrase d'accroche et qui, permet d'introduire notre, sujet que l'on va définir, que l'on va, mettre en perspective
moyen, d'éléments de culture juridique judiciaire, en matière pénale généralement historique, hein. En matière pénale, l'introduction, après, avoir, défini les termes du sujet va consister à montrer qu'il y a eu, un affermissement important, des droits et libertés, des principes directeurs de la matière pénale, en particulier ici des principes de nécessité et de proportionnalité, avec le développement donc des causes d'irresponsabilité pénale qui permettent d'éviter que dans certains cas le recours à la sanction pénale n'intervienne, afin d'assurer cette idée que le droit pénal doit toujours être l'ultime recours dans un État civilisé, c'est-à-dire dans un État de droit civil. Affirmation des principes directeurs, affirmation des droits et libertés qui nous amène à la tension contemporaine entre la protection de l'ordre public d'une part et la protection des droits et libertés, tension qui nous amène alors à l'annonce de la problématique et à l'annonce de notre plan une fois énoncée la problématique. Alors pour ce qui concerne l'introduction, le plan de l'introduction enfin pardon, la phrase d'accroche de l'introduction, semble, s'imposer, hein, au regard, du sujet qui nous est proposé. Le sujet, en effet, porte sur les infractions commises par nécessité. On a cette, fameuse phrase de Sénèque, cet adage latin souvent utilisé: «Necessitas est lex temporis». Necessitas est lex temporis, qui signifie que la nécessité fait la loi du moment. Il y a cette idée-là dans notre sujet. Les infractions commises par nécessité, c'est finalement dire qu'un comportement peut, selon la situation du moment, peut ne pas être infractionnel. L'infraction, finalement, elle paraît selon le moment de sa commission, elle doit être appréciée selon le moment de sa condition, selon les circonstances de sa commission. Ce qui nous permet donc d'introduire notre sujet au prisme des causes d'irresponsabilité pénale et de souligner hein, la difficulté finalement entre la protection de l'ordre public d'une part et la protection des droits et libertés d'autre part, des principes de nécessité et de proportionnalité. Cette idée que, en particulier, hein, généralement, on affirme que le droit pénal euh, réprime les infractions sans que l'on prenne en considération les mobiles de l'agent, de celui qui a commis l'infraction. Heu, c'est logique. Les mobiles, en principe, sont indifférents parce que sinon on en viendrait, à une application, arbitraire de la loi pénale selon, l'appréciation qu'aura le juge, du caractère légitime ou illégitime du mobile, ayant mené à la commission de l'infraction. Mais, en même temps, comme je le note sur le slide, que vous avez sous les yeux, en même temps, l'arbitraire menace aussi, hein, lorsqu'il s'agit, de réprimer des faits qui ont été commis par nécessité. Lorsque, en particulier, on est dans une situation de légitime défense, qu'il s'agit de protéger sa vie, contre une atteinte imminente, ou de protéger, la vie d'un tiers contre, une atteinte réelle à la vie de ce tiers. On peut comprendre alors que ce mobile de défense, puisque c'est un mobile, le mobile de défense, puisse justifier la commission de l'infraction. D'où, la problématique, hein, à laquelle l'on pourra aboutir, qui serait celle-ci: lorsqu'une infraction a été commise par nécessité, comment le droit pénal parvient-il à garantir le juste équilibre entre, d'une part, l'impérative protection de l'ordre public, qui implique, que la répression soit systématiquement neutralisée par l'existence d'un tel mobile, et puis d'autre part, une nécessaire préservation des droits et libertés des justiciables, en particulier des principes de nécessité et de proportionnalité, qui imposent que le recours à la sanction pénale soit strictement justifié au regard des circonstances concrètes de commission des faits. Il y a là une problématique, d'abord, qui est interrogative direct, qui se termine par un point d'interrogation. C'est important de le souligner parce que c'est un moyen, dans une introduction, d'attirer l'attention du correcteur. Le correcteur verra ce point d'interrogation et pourra donc constater rapidement que vous avez rempli le job, que vous avez effectivement énoncé une problématique. Et puis cette problématique,
Elle est, très clairement une problématique en équilibre, ce qui colle tout à fait avec le sujet qui a été proposé. Une problématique en équilibre puisqu'elle identifie les 2 plateaux de la balance. Il y a d'une part la protection de l'ordre public qui signifie que normalement les mobiles n'ont pas à être pris en compte. Et puis il y a de l'autre côté la nécessaire protection des droits et libertés, en particulier des principes de nécessité et de proportionnalité, qui signifie que, la répression ne doit pas s'appliquer de manière aveugle et que, il faut, dans certains cas, permettre la justification d'un certain nombre d'infractions lorsqu'elles ont été commises par nécessité. Et une fois donc posée cette problématique, on annonce notre plan, un plan qui, va consister comme, je l'esquissais dans mes propos introductifs, qui va, consister à montrer finalement que les infractions commises par nécessité, cette expression, elle désigne une pluralité de situations. Pluralité de situations, parce qu'il n'y a pas que l'état de nécessité, contrairement à ce que l'on peut penser immédiatement à la lecture du sujet. Il y a d'autres, clauses d'irresponsabilité pénale qui permettent de justifier des infractions par nécessité. Mais malgré tout, même s'il y a une pluralité d'hypothèses, on va souligner que, toutes ces hypothèses, eh bien, pour pouvoir, mener à une exonération de responsabilité pénale, toutes ces hypothèses doivent respecter un certain nombre de règles essentielles qui tiennent à la fois au caractère nécessaire et proportionné de l'infraction commise. En d'autres termes, souligner qu'il ne suffit pas que l'infraction ait été commise par nécessité, il faut qu'il y ait une nécessité réelle, c'est une évidence, mais au-delà de cela, il faut que l'infraction soit proportionnée au regard de l'intérêt juridique qui finalement a été sauvegardé à la suite de la commission de la dite infraction. Si tel est le cas, alors, quelle que soit l'hypothèse dans laquelle on se situe, si tel est le cas, si l'infraction est nécessaire et proportionnée, elle pourra, faire l'objet d'une exonération au regard de l'intérêt juridique finalement sauvegardé. D'où mon plan qui, consiste à traiter dans un grand 1 les hypothèses, hein, de justification, et puis dans un grand 2, les conditions, de, justification. Cette idée d'abord, comme je le disais, d'une hétérogénéité des hypothèses justificatives des infractions commises par nécessité, donc les différentes hypothèses pour montrer que le droit pénal est particulièrement soucieux de la recherche du juste équilibre, puisqu'on prévoit plusieurs hypothèses d'infractions commises par nécessité susceptibles d'être justifiées. Et puis dans le même temps, cette idée d'une cohérence du droit pénal, certes il y a une hétérogénéité pour pouvoir répondre à un grand nombre de situations, mais en même temps il y a l'idée d'une homogénéité des conditions justificatives des infractions commises par nécessité, de manière à éviter finalement une rupture d'égalité, de manière aussi à éviter, ce risque d'arbitraire que j'évoquais tout à l'heure, et donc souligner, hein, les 2 conditions majeures. Il faut certes une infraction commise par nécessité, mais aussi une infraction commise de manière proportionnée. D'abord au titre, de, l'hétérogénéité au titre, de, l'hétérogénéité, des hypothèses justificatives, pardon, c'est difficile à dire, des infractions, commises, par nécessité, l'on peut, distinguer, comme je l'évoquais tout à l'heure, la justification qui, va, résulter de la loi et puis la justification qui va résulter de la jurisprudence, c'est-à-dire du juge. En effet, dans le mouvement contemporain actuel du droit pénal, on constate un développement des causes d'irresponsabilité pénale à l'initiative du juge d'inspiration, européenne. D'où mes 2 sous-parties dans ce grand 1, un grand A, relatif à la justification par la loi des infractions commises, par, nécessité, puis un grand B, consacré à la justification par le juge des infractions commises par nécessité. Pour ce qui concerne le grand A, la justification par la loi des infractions commises par nécessité, il s'agit ici, mettre en avant les 3, faits justificatifs, qui, permettent, de prendre en compte les infractions commises par nécessité et d'éventuellement, donc les justifier. On peut, regrouper, heu,
2 faits justificatifs qui obéissent à un même mécanisme, heu et donc les traiter dans un premier temps, c'est, l'état de nécessité d'une part et la légitime défense d'autre part. L'état de nécessité est prévu par l'article 122-7 du code pénal, puis la légitime défense qui, elle, est prévue par les articles 122-5 et 122-6 du même code. En effet, la légitime défense, cela désigne, hein, l'hypothèse de celui qui riposte, face à une agression injuste, tandis que l'état de nécessité désigne celui qui réagit face, à, une situation de danger. Faut bien y réfléchir, la légitime défense, c'est ni plus ni moins qu'une variété d'états de nécessité. Je l'ai dit, l'état de nécessité, c'est la réaction face à un danger. La légitime défense, c'est finalement ni plus ni moins que également, une réaction, mais qui est qualifiée alors de riposte, une réaction face à un danger qui est alors qualifié, de d'agression injuste. C'est la raison pour laquelle l'on peut, et c'est ce que je fais habituellement lorsque j'enseigne, la matière, hem, envisager ensemble un état de nécessité et légitime défense, pour montrer qu'on est dans des hypothèses, finalement très voisines, permettant, dans une situation effectivement de nécessité, de justifier, l'infraction commise. Toujours au titre de la justification par la loi des infractions commises par nécessité, après avoir évoqué ces 2 faits justificatifs, voisins, dans un deuxième temps, l'on peut traiter, le dernier fait justificatif qui permet de rendre compte, d'une prise en compte très plurielle par la loi des infractions commises par nécessité. En effet, ce troisième fait justificatif, c'est, l'hypothèse, de l'autorisation d'émission de la loi ou l'ordre de la loi, ou bien le commandement de l'autorité légitime. C'est ce fait justificatif prévu par l'article 122-4, c'est-à-dire l'ordre de la loi ou l'autorisation de la loi ou le commandement de l'autorité légitime. Hem, la ce fait justificatif permet de montrer déjà, au regard des 2 alinéas que contient l'article 122-4, une pluralité, puisque ce fait justificatif va s'appliquer dans l'hypothèse d'un ordre ou d'une autorisation émanant de l'autorité normative, la loi ou éventuellement le règlement, ou bien, l'ordre émanant de l'autorité légitime qui sera, une autorité, investie de prérogatives de puissance publique. Dans ce cas-là, lorsque la nécessité, résulte, de ces circonstances-là, l'infraction pourra être justifiée, sous réserve, encore une fois, de satisfaire un certain nombre de conditions que nous verrons dans le grand 2. Et puis, au-delà donc de cette pluralité interne dans l'article 122-4, qui est démontrée par le fait que l'ordre ou la permission émanera soit de l'autorité normative, soit de l'autorité légitime, dans, l'ordre ou l'autorisation de la loi, de l'autorité normative, on a une pluralité d'hypothèses. On a plusieurs situations qui vont, permettre la mise en œuvre de cet article 122-4, selon les circonstances de commission, de l'infraction. Je pense par exemple, à, l'hypothèse de celui qui méconnaît le secret professionnel qui s'impose à lui, eh bien, le délit de violation du secret professionnel ne pourra pas lui être reproché, si, il entre dans le cadre, de la loi qui, autorise ou qui même ordonne, dans certains cas, la violation du secret professionnel, s'agissant par exemple de dénoncer des mauvais traitements infligés à mineurs. Eh bien, le jeu de l'article 122-4 permettre de justifier le délit de violation du secret, professionnel. Celui qui, dans le cadre de sa profession, par exemple un médecin, découvert, effectivement l'existence de mauvais traitements infligés à des, mineurs. Pas de cela, toujours au titre de l'article 122-4, l'autorisation, de la loi, on peut penser aux dispositions évidemment de l'article R 435-1 du code de la sécurité intérieure concernant, l'usage de leurs armes par, les forces, de l'ordre, les policiers, les gendarmes, qui sont autorisés à faire usage de la force létale, de leurs armes de service, dans un certain nombre de circonstances prévues donc ce texte issu du code de la sécurité intérieure, ce qui montre bien
finalement l'existence, hein, d'hypothèses, très diverses, heu, très diverses, répondant à des situations ponctuelles de mise en œuvre de, la justification, d'infractions commises par nécessité. Et puis, au-delà, de la justification par la loi des infractions commises par nécessité, il y a, également une justification qui se fait par, le juge, l'apparition, de causes d'irresponsabilité sui generis développées par le juge. Il y en a pour l'essentiel 2, la lecture de la jurisprudence, une, justification qui porte sur, les droits de la défense. C'est, notamment la jurisprudence de la Cour de cassation qui, va, justifier, la commission par un plaideur d'une infraction pour, obtenir une preuve. Celui qui dérobe une preuve, s'il démontre que voilà, la preuve est strictement nécessaire au soutien de son argumentation, eh bien, pourra voir justifier le vol ainsi commis. Il s'agit donc dans un premier temps de développer ce fait justificatif-là, qui, allez-vous écrire dans votre copie, résulte en réalité d'une approche très exponentielle, dans un objectif de grande effectivité des droits de la défense, sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette idée finalement d'un droit à la preuve. Et puis l'autre dimension de cette justification par le juge des infractions commises par nécessité, c'est la protection de la liberté d'expression. La protection de la liberté d'expression, en particulier en ce que la liberté d'expression se traduit en liberté de la presse, la liberté d'expression étant non seulement la liberté de s'exprimer, mais aussi la liberté de recevoir des informations, ce qui inclut la liberté de la presse. Bien, la liberté et la protection de la liberté de la presse justifie que lorsque des faits sont divulgués auprès de l'opinion publique, lorsque la divulgation de ces faits constitue une infraction, euh, eh bien, cette infraction pourra être justifiée si elle paraît nécessaire à la protection de l'ordre public. On peut ici faire référence à la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les discours politiques, les discours militants, qui vont permettre de justifier un certain nombre de débordements. Par exemple, en termes d'affichage d'opinion politique, je pense par exemple à la jurisprudence relative à l'exhibitionnisme, aux personnes qui peuvent avoir des comportements militants choquants à cet égard pour un certain nombre de personnes, mais qui, parce que ces comportements relèvent de la liberté d'expression, du droit aussi d'informer l'opinion publique sur des causes relevant de la protection de l'intérêt général, eh bien, il y aura avec ces éléments une justification des infractions ainsi commises. Et d'ailleurs, ceci peut être mis en lien avec l'apparition d'un nouveau fait justificatif, finalement, dans notre code pénal, avec l'article 122-9, qui, qui vient protéger le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte qui finalement va révéler un certain nombre d'informations qui sont secrètes euh, en raison de la manière dont elles ont été obtenues, hein, ce sera souvent des révélations faites en méconnaissance du secret professionnel, eh bien, il y a là un fait justificatif qui est destiné à protéger l'ordre public et à garantir une liberté d'expression du lanceur d'alerte, précisément dans un objectif de protection de l'intérêt général. Donc, au bout du compte, montrer hein, cette reprise par le législateur en toute fin de vos développements de cette évolution qui d'abord été initiée par le juge s'agissant de ce fait justificatif sui generis tiré de la protection de la liberté d'expression. Il y a d'autres exemples. Je les cite lorsque je fais cours et puis je les développe également dans mon polycopier de droit pénal. Je pense par exemple à cette jurisprudence de 2016 de la chambre criminelle concernant cette journaliste qui, pour pouvoir révéler un certain nombre de pratiques douteuses d'un parti politique de premier plan en France,
avait utilisé un faux nom pour pouvoir infiltrer une section locale de ce parti politique et de la sorte obtenir un certain nombre d'informations qui ont permis d'alimenter la rédaction d'un ouvrage. Eh bien, l'infraction commise par la journaliste était ici une infraction d'escroquerie, mais qui a été justifiée au regard de la protection de la liberté d'expression, la Cour de cassation estimant que la qualification d'escroquerie et la condamnation pénale de cette journaliste constitueraient une atteinte non nécessaire dans une société démocratique au droit à la liberté d'expression, au droit à la liberté de la presse. Ceci donc pour souligner l'hétérogénéité des hypothèses justificatives des infractions commises par nécessité. Puis, après avoir montré finalement cette idée que le droit pénal développe plusieurs hypothèses de manière à bien caler aux situations d'infractions commises par nécessité, montrer que malgré cette hétérogénéité, il y a une homogénéité des conditions justificatives des infractions commises par nécessité. Sur ce point, eh bien, il faut en réalité insister sur les conditions de nécessité et de proportionnalité. Dire qu'il ne suffit pas que l'infraction ait été commise par nécessité, il faut aussi que cette infraction ait été commise de manière proportionnée. Cela nous amène à traiter d'abord finalement l'objectif de l'infraction commise par nécessité. L'objectif, c'est-à-dire la protection d'un intérêt juridique, on va commettre une infraction parce qu'il s'agit de protéger un intérêt juridique différent de l'intérêt juridique protégé par l'infraction commise. Ça, c'est développer la question de la nécessité. Pourquoi est-ce que je commets cette infraction? C'est parce que je veux protéger un intérêt juridique protégé. C'est donc se poser la question de l'objectif qui est recherché lorsque l'on commet une infraction. D'où mon grand A, la condition justificative fondée sur l'objectif de l'infraction commise par nécessité. Et puis ensuite, c'est la question de la manière dont finalement on protège euh, cet autre intérêt juridique et c'est donc, dans le grand B, la question des moyens. Pour ce qui concerne le grand A, la condition justificative fondée sur l'objectif de l'infraction commise par nécessité, l'on va d'abord souligner la nature de l'objectif, c'est-à-dire l'idée que lorsque l'on commet une infraction par nécessité, évidemment, il faut que l'on recherche la préservation d'un autre intérêt juridique que celui protégé par l'infraction commise et souligner que cet autre intérêt juridique doit être supérieur ou au moins égal à l'intérêt juridique sacrifié à la suite de la commission de l'infraction. C'est cette idée, en matière d'état de nécessité notamment, que lorsqu'il s'agit de commettre une infraction contre les biens, on pourra justifier cette infraction contre les biens si elle a eu pour effet ou objet de protéger la vie ou les personnes. Celui qui, par exemple, est au volant de son véhicule et qui, pour éviter un garçonnet qui traverse de manière imprudente la route, braque son volant pour aller percuter la vitrine d'un commerce, on admettra évidemment qu'il y a là, sous réserve de conditions de proportionnalité, qu'il y a là une infraction justifiée par l'état de nécessité parce que dans les intérêts juridiques en présence, évidemment, la protection de la vie et de l'intégrité physique prime sur la propriété. Si l'inverse avait eu lieu, en revanche, évidemment, si on avait écrasé le garçonnet pour éviter de détériorer un bien, il y aurait là une infraction totalement imputable à l'intéressé. L'état de nécessité serait évidemment écarté. Montrer donc que l'on est sur des mécanismes qui permettent de s'assurer du juste équilibre, de s'assurer euh, de ce que l'on neutralise une infraction à bon escient au moyen de ces différentes causes d'irresponsabilité pénale. Toujours au titre de l'objectif de l'infraction commise par nécessité, au-delà de la nature de l'objectif, il faut développer la question de la pertinence de l'objectif, c'est-à-dire dans cette idée de pertinence de l'objectif, développer l'actualité de la menace. Bah,
il y a une pertinence à vouloir protéger cet autre intérêt juridique, parce qu'il existe une menace sur cet autre intérêt juridique. C'est l'idée, par exemple, en matière de légitime défense, qu'il ne peut pas y avoir de légitime défense s'il s'agit d'anticiper sur une agression. On a peur, on est persuadé qu'on va être agressé, du coup, on anticipe et on va, en premier agresser son supposé agresseur. Dans ce cas-là, il y a un intérêt juridique protégé qui est légitime, se protéger soi-même contre une agression, mais cela n'apparaît pas nécessaire au regard de la scène que je décris, puisque l'agression n'a pas encore eu lieu. De sorte que ce fait justificatif ne pourra évidemment pas jouer dans la pertinence de l'objectif, c'est cette idée de montrer l'existence d'une menace actuelle ou imminente, une question qui se pose ailleurs, hein. Par exemple, pour ce qui concerne l'usage des armes, en principe, l'usage des armes par les forces de l'ordre ne peut intervenir que concomitamment à l'existence d'un danger pour les forces de l'ordre pour autrui, au moins d'une circonstance très particulière, et c'est alors la désignation, hein, du périple meurtrier, tel que prévu par l'article L435-1 du Code de la justice pénale des mineurs, qui renvoie très largement aux événements du 13 novembre 2015 en France, dans lesquels bien, le périple de ces terroristes meurtriers a été pris en compte par le législateur pour autoriser les forces de l'ordre, même si au moment où ils croisent ces terroristes, il n'y a pas d'imminence d'un nouveau meurtre ou d'un nouvel assassinat, la possibilité malgré tout d'utiliser la force létale. Et puis, au-delà donc de l'objectif, dans le grand B, c'est évoquer la condition justificative fondée sur les moyens de l'infraction commise par nécessité. Et là, l'on évoque la question, au-delà de la nécessité, de la proportionnalité de l'infraction face à la situation, de manière à protéger l'intérêt juridique que l'on a effectivement entendu ménager par la commission de cette infraction. C'est, l'idée finalement de montrer que l'infraction était strictement, proportionnée afin, de répondre à la situation et afin, de protéger l'intérêt juridique, qui, a été, ménagé à la suite de la commission de l'infraction. Hem, Par exemple, la condition de proportionnalité dans, le légitime défense, consiste à rappeler que, on ne peut pas riposter à une gifle, au moyen, d'un tir avec une arme à feu. Heu, il y a une certaine logique à cela, certes, il y aura une agression injuste, il y aura une riposte nécessaire, mais celle-ci n'apparaîtra pas proportionnée. Il y a la même idée, par exemple, s'agissant de l'usage de leurs armes par les forces de l'ordre, avec cette idée qu'il faut ménager un certain nombre de règles préalablement avant l'usage de l'arme. Vous irez lire les dispositions de l'article L 435-1 du Code de la sécurité intérieure. Donc montrer qu'il y a cette, idée de l'équilibre des moyens employés et puis, souligner la manière dont on apprécie cet équilibre, une appréciation qui ne se fait évidemment pas in abstracto, mais une appréciation qui se fait in concreto, au regard de la situation, de la perception, dont, l'intéressé, l'intéressé a pu avoir, pardon, de la situation, et puis une appréciation qui se fait logiquement dans la recherche du juste équilibre, qui se fait non pas au regard du résultat occasionné par l'infraction, mais au regard uniquement des moyens qui ont été utilisés pour commettre l'infraction. Prenez l'exemple de la légitime défense, vous avez un individu qui en a giflé un autre de manière injustifiée. Cet autre riposte par une autre gifle et finalement, l'individu qui est giflé parce qu'il est ivre va chuter, faire une mauvaise chute et décéder. Eh bien, dans cette situation, on pourrait considérer qu'il y a une disproportion. Face à une gifle, on a donné la mort. Mais non, parce que l'intention de l'intéressé n'était pas celle-là. L'intention de l'intéressé était de riposter et il le fait de manière équilibrée. Il a répondu à une gifle par une gifle. Finalement, le fait que la victime soit décédée ne participe pas de sa volonté,
de sorte que l'état de légitime défense pourra être retenu, ce qui est la démonstration donc euh, de ce juste équilibre, parce qu'il ne serait pas justifié d'écarter l'état de nécessité, alors même que le résultat finalement réalisé n'était absolument pas de l'intention de l'individu qui a véritablement riposté dans une situation de légitime défense. Voilà pour ces quelques éléments hein, relatifs à ce sujet de dissertation concernant les infractions commises par nécessité. En guise de conclusion, puisque la conclusion s'impose hein, pour les dissertations ENM, mais cette conclusion doit être très brève, elle se résume à quelques lignes, deux phrases généralement. Une première phrase qui consiste à conclure, à montrer finalement que les infractions commises par nécessité sont traitées par le droit pénal de manière juste, équilibrée, afin de préserver les principes de nécessité et de proportionnalité. Dans la deuxième phrase, on ouvre et on peut citer, par exemple, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a encore un arrêt assez récent du 19 mai 2022, arrêt de la Chambre criminelle du 19 mai 2022, l'arrêt Bourras contre France, Bourras, B-O-U-R-A-S, Bourras contre France du 19 mai 2022, qui insiste sur la recherche du juste équilibre et sur le fait que lorsque, dans une opération de police, il y a utilisation de l'arme, de la force létale, eh bien, il appartient aux juridictions du fond d'assurer un juste équilibre entre la protection de l'ordre public et la protection des droits et libertés. La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt, indiquant notamment qu'eu égard aux difficultés des missions des forces de l'ordre dans nos sociétés contemporaines, l'imprévisibilité du comportement humain et à l'inévitabilité des choix opérationnels en termes de priorité et de ressources, eh bien, il y a lieu d'interpréter, nous dit la Cour européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'interpréter l'étendue de l'obligation positive qui est faite à l'État de protéger la vie, euh, de, 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 d'interpréter cette étendue de manière à ne pas faire peser sur les autorités internes un fardeau insupportable. Dans cet arrêt Bourras contre France, la Cour européenne des droits de l'homme avait à statuer sur une situation d'usage hein, de leur arme de service par des gendarmes et a considéré que, au regard de la situation, cet usage apparaissait nécessaire et proportionné et que la mise hors de cause des gendarmes en droit interne était donc conforme au droit conventionnel, en particulier au droit à la vie, parce qu'il y a des situations dans lesquelles effectivement l'usage de l'arme peut être justifié afin précisément de répondre à une nécessité, ce qui est notre sujet, les infractions commises par nécessité. La Cour insiste sur l'obligation dans nos sociétés contemporaines d'assurer ce juste équilibre et en particulier, s'agissant des forces de l'ordre, de ne pas, en leur imposant un fardeau trop lourd dans la justification de l'utilisation de leur arme, eh bien, finalement, leur empêcher euh, de protéger l'ordre public. Il y a l'évocation, encore une fois, de ce que l'on a dit au tout début de notre devoir, dans notre introduction, la prise en compte du juste équilibre, la prise en compte de cette conciliation entre la protection de l'ordre public et la protection des droits et libertés. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces quelques développements vous seront utiles. Je vous souhaite bon courage dans la poursuite de vos révisions pour le concours que vous préparez, dans la poursuite de vos entraînements, et je vous dis à très bientôt.